Sunday Night Production. La course à pied est souvent considérée comme l'un des sports qui nécessite le plus de mental. On définit souvent cette force comme la capacité à résister aux douleurs et aux pressions que nous impose notre sport. Mais on oublie souvent que cette qualité nous permet aussi de nous adapter aux situations difficiles tout en gardant un état d'esprit positif. Alix a su façonner son mental pierre après pierre. Plus qu'un choix, c'est pour elle une nécessité qui lui a permis de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Détermination, résilience, intelligence émotionnelle ou encore esprit d'équipe et goût de la compétition, toutes ces qualités ont été aussi alimentées par un sens aigu de la responsabilité envers elle-même et son désir de rendre heureux les personnes qu'elle aime le plus au monde. Mais à trop vouloir prendre soin des autres, on finit parfois par s'oublier. Tout a commencé en août 2014, quand je postule en fait dans la caserne de mon village pour devenir sapeur-pompier volontaire. J'étais animée par l'envie d'aider mon prochain. C'est une bien grande phrase dit comme ça, mais j'étais toujours un petit peu dans cette démarche de main tendue en fait vers ceux qui en avaient besoin. Je me présente à la caserne, je donne mes motivations et puis on commence déjà à me mettre en garde en me disant bah tu vas faire plus de 90% d'aide à la personne et puis il y a aussi 10% de feux divers, variés. Et puis là, je me dis mais en fait, il va falloir que je me mette un peu au sport mais sans vraiment me conscientiser sur le moment. Et puis viennent en fait, je rentre en caserne, viennent les formations et puis rien qu'après une journée en tirant 2-3 tuyaux, je me dis ok, en fait, ça va me demander de l'énergie. Parce qu'en fait, les tests physiques d'entrée, finalement, ils te prennent surtout pour la motivation et c'est qu'après qu'ils te donnent un coup de pied aux fesses. Et une fois que je suis rentrée en caserne et que j'ai fait mon premier Luc Léger en caserne, donc le Luc Léger, pour rappel, c'est un test palier, et j'ai fait palier 3, ce qui équivaut à vraiment... ça équivaut à rien, en fait. Une personne sédentaire peut faire palier 3 au Luc Léger. Donc là, après ce test et ce résultat de palier 3 au Luc Léger, je me rends à l'évidence et je me dis ok, je peux pas me laisser aller comme ça, je suis obligée de me mettre un coup de pied aux fesses. Je prends un abonnement dans une salle dans laquelle j'ai du mal à aller, clairement. À cette époque-là, je n'aime pas du tout courir. Je suis phobique de la course à pied. Et en fait, je vais essayer de bouger à ma manière. Au début, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire ? Puis en fait, je trouve pas de centre Enfin, il n'y a pas un sport qui m'attire plus que l'autre. Pourtant, en étant gamine, j'ai tout essayé. Le tennis, le patinage, le judo, enfin, tout ce que les parents ont essayé, la danse. J'ai essayé, mais il n'y avait pas de sport qui m'attirait plus que ça. Puis j'ai commencé à bouquiner sur des méthodes de musculation. J'ai commencé à bouquiner des livres. Et à côté de ça, j'ai été un peu consommatrice aussi de produits miracles bidons, du style le dernier brûleur détox, le dernier draineur qui va me faire avoir moins d'effet peau d'orange. Enfin, tous ces trucs complètement bullshit. J'ai été consommatrice de ça parce que j'ai pas été drivée en fait. J'étais totalement autodidacte dans ma préparation physique. Et puis, en ayant un peu parlé avec mes contacts à la caserne, j'ai découvert le CrossFit. J'ai découvert le CrossFit et ça a été une révélation. J'ai fait mon premier cours et en fait, ça m'a pris aux tripes. Alors, est-ce que c'est parce que à l'époque, le CrossFit, c'était tout le monde qui s'encourageait, c'était assez communautaire, mais dans le bon sens du terme. Il y avait déjà à l'époque cette culture un peu du no pain no gain que je rejette un petit peu aujourd'hui. Mais pour moi, c'est ce qu'il me fallait. Il y a ceux qui veulent ceux qui ont la carotte et ceux qui ont le bâton. Moi, je suis plus quelqu'un sur qui il faut crier plutôt que me dire « Oh, Alix, c'est bien ce que tu fais » et que je reste dans ma zone de confort. Moi, j'ai besoin un petit peu qu'on me secoue et je pense que c'est ça aussi qui a été l'élément déclencheur en caserne quand on m'a dit de toute façon tu resteras une grosse dinde. Ah non, mais là tu m'as touché dans mon ego. Et à aucun moment on m'a encouragée. À aucun moment on m'a encouragée. Il y en a qui croyaient mais sans trop y croire parce que voilà, ils te disent, ils font des sourires en face et en fait tu te rends compte que pas du tout. Et en fait le CrossFit m'a révélé. Mais il faut savoir qu'à cette époque je travaillais énormément. Je travaillais dans une chaîne de boulangerie et puis je travaillais 50 heures par semaine, payé 35.
C'était dur, mais j'étais passionnée par mon boulot, tout simplement, parce que voilà, j'étais manager, je gérais mes équipes, je les formais. Je trouvais que j'étais bienveillante avec mes équipes, que ça se passait bien, mais derrière, au-dessus, on va dire, il fallait en faire toujours plus, donner toujours plus de sa personne, montrer qu'on était encore plus motivés pour pouvoir gravir les échelons. Et puis, la pression a commencé à monter. La pression au boulot, la pression en caserne pour être à niveau. Et du coup, moi, mon seul moyen d'extérioriser, c'était avec le sport et c'était avec le crossfit. Mais à cette époque, comme je le disais, c'est qu'il y a une culture du no pain no gain. J'y allais tous les jours. La personne qui gérait la salle, c'était un ami à moi. Il m'ouvrait la salle aux heures où il n'y avait pas de public pour que je puisse m'entraîner. Puis je m'entraînais fort jusqu'à ce qu'à un moment, je parte sur un WOD, donc la séance du jour. Puis il y avait 200 mètres de run à faire avec un kettlebell. Je me rappelle de ça. Je me rappelle partir courir. Puis je me rappelle me réveiller dans le camion des pompiers dans la cour de ma caserne. Et en fait, de ce qu'on m'a dit, ce qui s'est passé, c'est que je courais, je suis tombée. Et puis je répondais plus. Et en fait, j'ai commencé à convulser. Ils ont fait intervenir des équipes médicales. J'ai été perfusée pour que je me détende dans la cour de ma caserne. On n'a même pas eu le temps de me transférer. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. C'est-à-dire, les 2 fils qui se sont touchés, là, quand au bout d'un moment, t'emmènes ton corps tellement loin. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais que le corps avait des limites et qu'il allait vite te refaire sentir que t'étais fatigué. Mais en fait, j'allais tellement au-delà de ça. Je supportais le travail, la pression pompier. En fait, qu'au bout d'un moment, il a dit « Non, mais là, il faut faire reset. Il faut que je fasse prendre conscience. » Ma tête m'a dit « Il va falloir que je te fasse prendre conscience que ça va plus, là. » Et en fait, le lendemain, je passe la nuit. Alors, je me rappelle très bien à quel point j'étais un peu maso à l'époque. C'est que je passe la nuit à l'hôpital. Le lendemain, 5h du matin. Donc, j'avais dormi peut-être 2-3 heures. Je viens pointer au boulot. Parce qu'il fallait se lever tôt pour la boulangerie. Et en fait, je me rappelle pointer. Et là, je me dis, OK, c'est la dernière fois. Je finis là. C'est fini, il faut que je fasse autre chose. Et je me dis, je peux pas. Et puis, je me suis regardée. Je me vois mettre mon uniforme et me dire, c'est plus possible. C'est plus possible. Finalement, l'erreur que j'ai faite, c'est déjà de tout vouloir tout de suite. C'est-à-dire, et dans mon boulot, et chez les pompiers. Finalement, en pensant aider les autres à avoir cette démarche-là, je me suis finalement un petit peu oubliée moi. Et j'ai pris la décision, ce jour-là, que OK, faut que je démissionne. Et puis là, en fait, vient la réflexion autour de la reconversion. Qu'est-ce que je vais faire ? Et je me souviens retourner à la maison, dire à mes parents, j'arrête. Puis ils me regardaient comme ça, mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Et là, j'ai dit, je retourne faire quelques mois d'études et puis je veux être coach sportif. Je veux apprendre. Je veux un peu me servir parce que à ce stade-là, c'est vrai que mon physique, avec mon fitness avait commencé à évoluer. Mais c'était tellement désordonné que c'était pas non plus. Mais voilà, il y avait cette envie. Et en fait, je leur ai dit, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre. Et puis, je veux me servir de mon histoire pour parler aux gens et les faire bouger. Voilà, je veux les faire devenir en meilleure santé. Et c'est parti pour quelques mois de BPGEPS. Je suis coach sportif et je deviens coach de CrossFit. Au cours de ma formation pour devenir coach au CREPS d'Aix-en-Provence, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai appris sur mon corps, j'ai appris sur le fonctionnement aussi. Et il y a vraiment une sorte d'évolution hyper positive. Mon corps change, je me sens en meilleure santé. Mes performances au luc léger augmentent petit à petit. Et puis là, je vois puis le regard change aussi. Les regards changent, les encouragements, enfin, des gens arrivent en disant « Oh, c'est bien ce que tu as fait, etc. » Quand je disais que le regard des gens a changé, en fait, je pense que c'est ce que je cherchais aussi. Je cherchais un petit peu à ce que les gens se disent « Ah en fait, finalement, elle y a réussi. » Et j'ai cherché un petit peu à avoir cette reconnaissance. Et de mes parents, déjà, qui avaient un doute en disant « Oh purée, elle va devenir coach sportif. » Ça va être une cata, pas une cata, mais je veux dire, des coachs, il y en a beaucoup qui postulent. Et puis au final, derrière, ceux qui ont vraiment un boulot et qui arrivent à le garder, ça reste assez minime.
Donc mes parents étaient vraiment fiers de ce que je faisais. Donc déjà, ça, c'était ma première victoire. Je commençais à prendre confiance petit à petit. Et puis c'est vrai qu'à la caserne, les regards ont changé. J'étais beaucoup plus encouragée. Puis les gens commençaient à s'entraîner avec moi, commençaient à me demander aussi des petits conseils à droite, à gauche. Et en fait, c'est ça qui m'animait. Je me dis, en fait, finalement, je pense que j'ai fait le meilleur choix. Cette démission dans mon boulot a été en quelque sorte ma renaissance. Donc finalement, quand j'ai commencé à me sentir en forme, j'ai commencé à en vouloir un petit peu plus, à repousser mes limites, à aller dans des domaines que je contrôlais pas du tout. Et j'avais besoin, en fait, de tester des choses, de faire des expériences. Et j'ai postulé à Koh-Lanta parce que justement, je me souviens très bien avoir répondu à Alexia Laroche-Joubert quand elle m'a dit « Mais c'est quoi votre plus grande motivation ?» Et j'ai juste dit « Dépassement de soi ». Moi, j'y suis... Enfin, je veux y aller uniquement pour aller faire les épreuves et me déchirer sur les épreuves. Elle me dit « Mais le jeu en soi, ça vous intéresse pas les 100 000 euros, etc. » Je dis « En vrai, pas du tout. » Je pense que c'est là aussi, ça a été là ma force, ma petite épingle du jeu, c'est que je m'en foutais d'aller faire des stratégies sur une île déserte. Moi, ce que je voulais, c'était m'arracher sur des épreuves et me dire jusqu'où, sans nourriture, sans confort, jusqu'où mon corps et mon mental sont capables d'aller. Puis un jour, on m'a rappelé, on m'a dit écoute, tu pars dans 15 jours, on te donne pas la destination, mais il faut que tu prépares ton sac, on viendra te chercher incessamment sous peu. Dans cette expérience, je suis vraiment allée chercher... Alors, je suis allée chercher deux choses, en vrai. Je suis allée chercher toujours ce besoin de reconnaissance de mes parents. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... Dans tout ce que je fais, j'ai besoin qu'ils me disent « On est fiers de toi, on est fiers de toi ». Et à la suite de cette expérience, j'ai vu... Enfin, déjà, rien qu'à la suite du casting, j'ai vu dans leurs yeux, j'ai vu les étoiles et je me suis dit « Ok, je les rends fiers. » Et puis, d'ailleurs, je n'ai plus aujourd'hui ce besoin de reconnaissance parce que je sais qu'en fait, dans tout ce que je vais entreprendre, ils vont m'encourager, ils vont être fiers de moi. Et puis, là-bas, je suis allée chercher l'inconfort, je suis allée chercher le dépassement de soi, je suis allée chercher... Et puis, t'as le temps de faire des introspections là-bas, mais en fait, je me suis redécouverte et je suis fière de moi. D'ailleurs, je le dis, je me souviens avoir gagné le parcours du combattant et je me suis dit, je suis vraiment fière de celle que... Finalement, je suis vraiment fière de celle que je suis devenue. Je suis fière de tout ce que j'ai fait, je suis fière des sacrifices. Je suis fière de tous les curseurs que j'ai essayé de pousser pour être la meilleure version de moi-même, tout en étant conscience que c'était que le début. En décembre 2019, je reviens des Fidji et tout ce que j'avais construit physiquement, physiologiquement, je suis arrivée, j'étais assez musclée dans l'aventure et je reviens, j'ai perdu 13 kilos. Et je me souviendrai toujours de ça, c'est que je vais pour faire ma première séance de CrossFit et en fait mon corps avait tellement perdu tout ce que j'avais, on va dire, construit. Je fais un saut sur une boîte, un box jump et je me fais une entorse. Je me fais une entorse parce que je veux trop en faire tout de suite. Je suis complètement... mon corps est totalement... Il est flasque. J'ai plus un brin de muscle. Enfin, c'était... Et puis là, ça a été dur puisque en fait, tu reviens, déjà, tu es totalement déboussolé parce que tu as été hors du temps, déconnecté du monde pendant 2 mois. Je reviens, je suis malade dans les transports alors que je l'étais pas avant. Enfin, il y a plein de trucs qui j'arrivais plus, j'avais eu du mal à parler. Je suis restée 72 heures enfermée chez moi en pyjama quand mes parents sont venus me chercher à l'aéroport. Le retour à la réalité a été très dur. Et puis cette reconnexion à mon corps a été très pénible parce que je me dis mince, j'ai mis 3 ou 4 ans à me construire un minimum de fitness et puis là je vois que en fait j'ai tout perdu et comment je vais faire Et puis donc j'essaye de faire ma première séance de CrossFit. Je me fais une entorse parce que voilà, je suis totalement incapable de bouger correctement. Il faut déjà que je me redonne un petit peu d'énergie avec une bonne nutrition, tout ça, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on sort de Koh-Lanta et quand on a été privé de nourriture pendant 33 jours, le premier truc que tu fais, c'est que tu te gaves à n'en plus pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement mangé que j'ai réussi à créer un bouchon dans mon estomac. Voilà, donc j'ai été accompagnée médicalement aussi. Sur la deuxième aventure, c'était différent, mais la première,
a été très dur. C'est-à-dire que je sors de là, j'avais une relation avec la nourriture. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai jamais eu ça. Et puis je me gavais. Et puis là, sont arrivées les fluctuations de poids, les troubles hormonaux. Et je me dis, waouh, il va y avoir un souci. Et puis, au Fidji, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Mathieu Blanchard. Et je vais en parler parce que ça a été aussi un élément déclencheur dans ma course à pied, parce que pour la petite anecdote, on tourne en fin d'année 2019. On se revoit avec Mathieu à la fin du tournage en décembre 2019 et je me souviendrai toujours, pour moi, ça a été ma première sortie footing de 20 minutes, c'était avec Mathieu Blanchard. Et puis là, en fait, ça a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je me suis dit, ok. C'était un petit peu un moyen aussi de l'approcher, de me dire je vais me mettre au footing pour essayer de lui plaire, etc. Et c'était totalement catastrophique, ça m'a pas du tout renoué avec la course à pied. À côté de ça, donc je rentre des Fidji décembre 2019 et puis on arrive janvier 2020, arrive ce que tout le monde connaît, période Covid. Donc là, ça a été difficile, très difficile de me remotiver à bouger, sachant qu'on nous demandait de rester chez nous. Psychologiquement très compliqué. Arrive la diffusion, nos profils sont annoncés, sont révélés au grand public, parce que jusqu'à maintenant tout le monde savait qu'elle allait avoir une nouvelle saison de Koh-Lanta, mais ils ne savaient pas avec le Covid quand est-ce que ça allait être diffusé. Fin juillet 2020, nos prénoms, nos profils sont révélés, et une semaine après, ma sœur décède brutalement. Et là, je dois faire face à plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai la médiatisation, j'ai ma sœur qui suicide, j'ai pas de problème à en parler, et c'est le fait aussi qu'elle se suicide qui a été très compliqué à gérer, parce que dans notre société actuelle, c'est très tabou. C'est très tabou. Et à cette période-là, donc c'est en août 2020, première semaine d'août 2020, je suis dans ma salle de CrossFit, et puis là, en fait, je sens le monde s'abattre sur moi. Je sais pas quoi faire. Là, je sens que j'étouffe, je me sens pas bien. Et je suis dans cette salle de CrossFit, et la première chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est de sortir, d'aller dehors, de prendre une bouffée d'air frais et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire ? J'en tremble encore aujourd'hui, parce que c'est cette sensation d'étouffement. Il n'y a pas de douleur aussi dure que celle de perdre un proche. Et quand je parle de proche, c'est d'autant plus intense. Et dans ta vie, tu peux pas sentir quelque chose d'aussi douloureux, parce que au-delà de la douleur physique, et je pense qu'il y a pire finalement que la douleur physique, il y a la douleur, je dirais, mentale. Une souffrance, mais sans nom. Et à partir de là, je dois tout gérer. Je dois gérer la médiatisation, je dois gérer le deuil. Et puis en fait, finalement, le CrossFit, tout ça, ça passe au second plan. Ce qui se passe, en fait, c'est que le CrossFit est mis de côté, mais pire que ça, en fait, c'est-à-dire que je suis devenue, ça me fait un peu ricaner de dire ça, mais je suis devenue phobique du fait de faire un sport en salle. Et là, je me suis dit, mais il faut que je trouve quelque chose pour en fait extérioriser, faire mon deuil. Un moment, il faut que je me trouve un moment à moi où je peux aller me défouler. J'ai tout fait de A à Z, j'ai tout organisé de A à Z. Et puis il faut savoir que c'est moi qui ai appris le décès de ma sœur à mes parents. Et je voulais pas qu'ils aient à faire le sale boulot. Et puis tout ce qui me ramenait à ça, je me souviens très bien, l'enfermement, le CrossFit, tout ça, et je voulais plus. Dès que je pensais CrossFit, en fait, ça me ramenait au décès de ma sœur, et je me dis, il faut que je me trouve quelque chose pour pouvoir revivre et penser à moi, parce que dès que je suis entourée, dès que j'essaye de faire un truc avec des gens, ils me rappellent soit pauvre Alix, la pitié des gens, c'est aussi très dur à porter.
pauvre Alix, et en même temps, ah bravo Koh-Lanta, on ne voit plus trop, est-ce que c'est parce que t'as pris la tête à Koh-Lanta ou les gens faisaient pas le rapport en fait. Médiatisation, deuil, tout se mélangeait. Dans ma tête, ça allait péter quoi. Et j'essayais de fuir un deuxième burn-out. C'est que je me suis dit, je vais finir par complètement déjoncter quoi. Et puis, j'habite dans le sud de la France, j'habite au pied du Garlaban. Et puis un jour, je me dis, là c'est trop, faut que je me barre en fait. Et je chausse mes baskets et puis je vais marcher. Et là, une folle, je me mets à hurler, j'étais dans la colline à vouloir m'extérioriser, à hurler, et puis je commence à trottiner. Et puis j'étais mal, mais ça me faisait me sentir tellement vivante en fait. Et en fait, ça a été ça. Ça a été cette sensation d'être tellement mal en courant et à la fois de me sentir hyper vivante. Ce que je faisais, c'est que je marchais et puis je redescendais, je me mettais à courir. Et à la fin de cette sortie, de cette toute première sortie, je me suis sentie pas comme soulagée sur le moment, bien évidemment, mais je me suis sentie bien. Et ça faisait un petit moment entre cette période très compliquée d'août 2020 à gérer. C'est la première fois en un mois et quelques que je me sentais, entre guillemets, un peu mieux. Un peu mieux dans mon corps, un peu mieux dans mes pompes. Et puis en fait, j'ai commencé à mettre des petites séances, entre guillemets, dans mon quotidien. Et puis à cette période aussi, en même temps, je me mets en couple en fait avec un athlète professionnel de trail qui lui aussi me montre, on va dire, sa vision du sport. Je suis amenée à l'accompagner sur un événement en Transgrande Canaria en février. Et là, je vois qu'il y a une certaine connexion avec des choses aussi qui me passionnent, avec le dépassement, cette envie d'aller toujours plus loin, d'aller encore plus chercher ses limites. Donc voilà, des choses qui m'ont un petit peu reconnectée aussi avec pourquoi initialement je me suis remise en forme, pourquoi initialement je faisais du sport. Et puis en mars 2021, on me rappelle en fait pour une seconde aventure de Koh-Lanta qui fut très compliquée, mais qui finalement va me reconnecter totalement à moi-même. Ici, à Tahiti, on parle de mana, on parle d'une connexion à la terre, et c'est vraiment en fait ce que cette expérience, au-delà de l'aventure de survie, m'a apporté. Et en fait, à la sortie de cette aventure, déjà deux choses. Je courais, mais je courais pas de manière très régulière. C'était encore timide. C'est pour ça que je dis toujours, je cours que depuis mai 2021. C'est ma révélation pour moi du trail. Je me revois très bien à la sortie de cette aventure. On était à Tahiti parce que Mathieu avait une course qui s'appelle la Xterra. Et il me dit, je nous ai inscrits pour le marathon des sables. Et puis je regarde et je me décompose. Je me dis, je ne vais pas faire 250 km dans le désert marocain en 6 étapes, ça va être impossible. Et puis là, en fait, il me fallait un objectif. J'ai commencé à courir. Et en venant de Tahiti, je signe pour mon premier dossard qui était sur l'Andorrasson. Et je signe pour la plus petite distance, il me semble, un 20 ou un 25 km. À cette époque-là, je faisais 58 kilos. Donc je sortais d'une aventure. 58 kilos, j'avais l'impression de flyer. En fait, ça a été aussi le début de la grosse bataille avec moi, parce que qui dit une deuxième aventure de Koh-Lanta dit une grosse perte de poids, dit retour des fluctuations, des troubles hormonaux, et je faisais le yo-yo, et ça a été une nouvelle... j'avais l'impression de retomber dans la Alix qui commençait les pompiers. C'est ça en fait, je repartais de zéro. À la fois dans ma connaissance du sport c'était le néant, et puis cette envie de vouloir aller chercher mes limites dans ce sport. Et en fait, la première chose sur laquelle je me reposais, et ça m'a énormément aidée, c'est le décès de ma sœur. Et en fait, ma pratique du trail m'a aidée à faire mon deuil, et mon deuil, à la fois, m'aide parfois, enfin, on va dire la perte d'un proche m'aide à me surpasser. Et j'arrive à créer une combinaison. Il ne faut pas que ce soit nocif non plus, là. Il ne faut pas que j'aille me tuer non plus. Il faut que je fasse les choses de manière structurée. Et puis je me suis rendue de course en course. Et petit à petit,
j'ai réussi à me reconnecter à moi, à mes sensations, à mes besoins. Je commence à apprendre de plus en plus sur moi et je suis meilleure de jour en jour. Le chemin est tellement long, mais voilà, ça se fait crescendo, quoi. En août 2021, Mathieu me demande, me fait sa demande officielle pour être son équipe de soutien. Son crew sur l'UTMB. L'UTMB, c'est 170 km et 10 000 de D+, autour du Mont Blanc. Et puis en fait, c'est une course qui autorise les athlètes à avoir donc une équipe d'assistance pour les ravitaillements. Ça permet aux athlètes d'être encore plus performants et puis de les décharger mentalement. Pour expliquer un peu ce qu'on fait, c'est que ça les décharge mentalement lors de la course. Comme ça, ils n'ont plus qu'à penser à une chose, c'est mettre un pied devant l'autre le plus rapidement possible. Et puis, à l'époque, on n'avait jamais fait ça avant, lui et moi, donc ça a été très structuré. Et puis moi, je le vois partir en train de m'expliquer. Et puis à cette époque-là, moi je me dis mais waouh, mais je suis trop contente de faire ça finalement, parce que il faut que je m'occupe de la logistique, il faut que je sois un peu finalement le team leader comme j'étais manager dans ma boulangerie. Et je retrouve ces notions de il faut que je drive, il faut que je prenne les choses en main, il faut que je prenne des responsabilités. Et que je fasse les choses le rapidement possible, tout ça. Et en fait, ça me passionne. Ça me passionne. Et puis, je prends la chose vraiment à la lettre. Je me fais des notes. Je me dis, OK, t'as le ravitaillement, tac, tac, ça. Et finalement, on s'entraîne. Comment il faut que je mette les gourdes dans son gilet, tout ça. Et puis, premier ravitaillement. On arrive sur cet événement de l'UTMB, qui est quand même le sommet mondial du trail. Un événement avec beaucoup de pression. D'autant plus que, à cette époque-là, Mathieu et moi, on avait juste l'étiquette d'un couple de la télé-réalité. On va pas se mentir. Et donc, en fait, finalement, on n'était pas tant attendu que ça, mais il y avait la pression médiatique de Koh-Lanta. Donc, c'est vrai que les caméras étaient braquées sur nous, et puis les caméras, elles sont braquées sur nous, et puis je me souviendrai toujours ce premier ravitaillement. Et ce ravitaillement à Courmayeur, à chaque fois, me transcende, parce que t'arrives dans ce gymnase et t'as énormément de médias. Et c'est là où un peu, on va dire, notre marque de fabrique s'installe avec Mathieu. C'est qu'en fait, on fait un ravitaillement express. Et en fait, on signe un petit peu notre marque de fabrique en étant un peu assimilé à un pit stop chez le Formule 1. Et puis en fait, là, je prends mon truc, mais tellement à cœur. Je suis à fond. J'ai l'impression que voilà, il y a vraiment une osmose qui se fait, puis on n'a pas répété tout ça, ça se fait tellement bien, et puis je le vois repartir et je me dis waouh, en fait j'aime tellement faire ça, et il y a une connexion, et finalement il y a une connexion là aussi. C'est je sors de ma zone de confort parce que finalement je m'y connaissais pas trop, et puis j'ai des responsabilités, et puis finalement en fait voilà, mon histoire se fait autour de cette les connexions se font entre mon histoire passée, ce qui est en train de s'exécuter dans ce gymnase de Courmayeur. En fait, tout se rejoint finalement. Se passe cette UTMB. Mathieu finit 3e. On est ultra médiatisé, lui et moi, sur ce qui est passé sur les ravitaillements. Et il y a un petit flashlight, une petite lumière sur l'intérêt. Il commence à avoir un petit intérêt timide sur les équipes d'assistance sur les courses. Puis je finis cette UTMB et je suis lessivée, et puis à la fois tellement contente de ce que j'ai fait, parce que j'ai pu aider. Ce que j'aime finalement depuis tant d'années, c'est aider mon prochain, comme je disais quand j'ai passé cette porte de caserne. J'aime aider, j'aime manager, puis voilà, toutes ces valeurs se sont retrouvées à la fois dans ma pratique du sport avec le dépassement de soi, et à la fois dans mon rôle de soutien auprès d'un athlète professionnel. Après cette UTMB, Mathieu a eu un petit peu plus de pression médiatique, était un peu plus attendu sur les courses. Et donc là, mon rôle
s'intensifie. Ma pratique, mon rôle d'assistance entre guillemets s'intensifie. À côté de ça, je commence à me passionner par la nutrition. Donc je vais le décharger Mathieu mentalement pour qu'il puisse ne faire que s'entraîner. Je m'occupe de lui tout autour des courses, que ce soit la logistique, sa nutrition, sa récupération. J'essaye de tout optimiser pour qu'il atteigne son haut potentiel. À côté de ça, ma pratique de trail est de plus en plus intensive et courir n'est plus une souffrance. Et j'en ai limite besoin parce que c'est comme ça, c'est rentré dans ma routine. Et même des fois, j'en rigole aujourd'hui, c'est que je vais faire un footing, je me dis, mais qui l'eût cru? Ou je reçois des messages de potes d'avant qui me disent, non mais tu fais des distances incroyables. Et avant, toi qui n'aimais pas courir 200 mètres. Donc voilà, tout s'intensifie. Arrive un second UTMB en 2022 où là, la pression est double. La pression est double. Il faut que Mathieu confirme. Donc là, on a l'image de télé-réalité, couple télé-réalité de Koh-Lanta se dissipe un peu. Vont-ils être, parce que les médias parlaient, vont-ils être aussi bons que l'année dernière sur les ravitaillements, parce qu'on avait quand même on va dire, signé un peu c'était un peu notre identité, les ravitaux. Et puis une course fabuleuse, une course très animée, très très médiatisée. La première fois que ça a été diffusé sur les télés du grand public. Et Mathieu fait un magnifique UTMB, on fait une deuxième place. J'aime bien dire on parce que je le vois vraiment comme un travail d'équipe finalement. On fait une deuxième place. Et en fait, je finis cette UTMB totalement lessivée. Sachant que j'avais pris aussi un dossard moi de mon côté, c'est la pire connerie que j'ai faite de faire cette OCC. Très belle course mais terrible pour moi parce que ça a été une semaine hyper compliquée. L'UTMB c'est à la fois le sommet mondial du trail, tout le monde se retrouve, mais c'est à la fois ta plus grosse réunion de l'année au taf quoi. On est tous hyper stressés, le temps est compté, les athlètes sont surchargés entre les médias. J'étais à droite, à gauche, je devais m'occuper de Mathieu, il fallait être partout à la fois. Et puis en fait, je me suis dit, je suis sortie de là, je me suis dit, j'espère que l'année prochaine, il choisira d'autres courses parce que là, je suis vraiment lessivée. Et j'ai un peu d'appréhension parce que ce soit pour comme je disais, que pour les coureurs, que pour les marques, tu vois dans leurs yeux, quand tu parles de l'événement, l'UTMB, que tu leur demandes l'organisation que c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos et ça demande énormément d'énergie. Et sortie de là, j'avais plus envie de courir. J'essayais juste de me requinquer un peu. Et puis là, donc Mathieu fait moins de 20 heures sur cette course du Mont Blanc, autour du Mont Blanc. Et puis, on était engagé déjà sur le fameux événement de la Diagonale des Fous, où initialement, moi, j'étais censée faire un relais en équipe pour représenter une équipe Koh-Lanta. Et Mathieu devait faire une course un peu plus longue. Sauf qu'il n'a pas eu le temps de récupérer entre l'UTMB et la Diagonale des Fous, sachant qu'on s'était engagés tous les deux auprès de Tourisme Réunion. Je dis, on va switcher et puis je vais faire la plus petite course des plus grosses au final. Donc je me dis, je vais faire la Mascarène. Et puis je me renseigne et puis en fait, plus de dossard. Et puis, n'ayant pas le statut d'athlète, parce qu'il faut bien le mettre dans la tête, c'est que puis je ne le suis pas, je n'ai pas le statut d'athlète de haut niveau, je ne peux pas me greffer à une course quand elle est complète. Et là, on me dit, deux solutions, donc, sachant qu'il faut que tu cours. Soit tu fais le trail du Bourbon, 110 bornes, soit tu fais la Diagonale des Fous. Et là, je sortais d'une OCC totalement foirée, une course donc, du Mont Blanc que j'avais totalement foirée, j'étais pas en grande forme. Et puis, j'annonce ça à Mathieu, qui me dit, mais c'est la pire bêtise que tu puisses faire. Et puis, en fait, je lui ai dit, je vais le faire, puis je vais le faire à ma façon. Je vais le faire avec mes forces, mes faiblesses, et je vais essayer de tout optimiser en 2-3 mois pour pouvoir réussir cette course. On arrive en terre réunionnaise. Le lendemain, Mathieu, il élabore un harnais, et puis on fait la route un peu de la Diagonale des Fous en 4 jours. Et je me dis, ça va être dur, mais ça va le faire. Ça va être faire cette course du Bourbon. Et puis finalement, je me présente au départ, je pleure.
À 21h, je prends le départ, je pleure, je me dis... En fait, en toute honnêteté, hein, et sans être hautaine ou quoi que ce soit, je savais que j'allais y arriver, mais dans quel état j'allais y arriver, je ne savais pas. Puis finalement, je me dis, ok, ça s'est plutôt bien passé, la traversée en 4 jours, il faut que je le vois comme ça, comme une traversée, il faut que je lève la tête, il faut que je prenne du plaisir, et il faut que je me rattache à tout ce qui m'anime. Et en fait, ça a été une introspection pendant... combien de temps 29h30. Ça a été une introspection. J'ai beaucoup réfléchi sur les choses que j'avais traversées. L'impact qu'a eu le sport dans ma vie. L'impact qu'a eu le trail dans ma vie. Courir pour faire mon deuil, finalement, c'est totalement révolu. Je m'en suis aperçue pendant ce trail du Bourbon. Avant, je disais, je cours pour extérioriser, pour faire mon deuil. Aujourd'hui, la course à pied, c'est quelque chose qui me fait aller de mieux en mieux dans ma tête, dans mon corps. Et aujourd'hui, en fait, quand tu t'écoutes, parce que pendant toute cette course, je me suis écoutée, moi qui allais vers les autres, qui est toujours allé quelqu'un qui va vers les autres, là, j'ai pris l'énergie des gens. J'ai pris l'énergie des gens sur tous les ravitaillements. Ils ont eu énormément de bienveillance. C'était pas la course, c'était la fête. Ce trail du Bourbon et puis la Diagonale des Fous, c'est une fête. T'as tous les profils. Et puis, voilà, j'ai pris cette énergie des gens, j'y suis allée à ma façon et puis j'ai passé la ligne d'arrivée. J'ai passé la ligne d'arrivée sans blessure. J'ai passé la ligne d'arrivée, je courais encore, bien que la douleur dans mes pieds était intense, mais comme je disais, c'est que ce qui me fait oublier la douleur, c'est que je peux pas ressentir plus de douleur que je n'ai ressenti quand j'ai perdu ma sœur. Voilà, donc il y a toujours quand même quelque chose qui me rallie à ça. C'est ma force aujourd'hui, ma force mentale. Les émotions et la tête peuvent te faire ressentir ou peuvent aussi dissiper, j'en suis persuadée, des douleurs. Donc je venais de faire, parce qu'il y avait plus de 110 bornes, hein, je tiens à le dire, il y avait peut-être 113, 115, c'est très important les 5 derniers kilomètres, plus de 7000 de D+, la douleur dans mes pieds était intense, je marchais, je courais les chaussures ouvertes, et j'ai passé cette ligne d'arrivée, et pour moi, c'est comme si j'avais gagné. J'avais gagné parce que j'ai décidé de ne plus vivre dans le passé, de j'ai revu ma relation au sport et au trail. Aujourd'hui, quand je fais le point et je m'aperçois que tout ce que j'ai vécu, tous les obstacles que j'ai franchis, que ce soit dans ma vie perso, ma vie de sportive, dans le travail, en fait, j'ai l'impression que ça a été... Aujourd'hui, c'est l'aboutissement sensé, en fait, de tout ce qui s'est passé. Je me sens clairement, réellement à ma place. Je me sens fière de moi. Je me sens pas totalement aboutie parce que j'aime pas me sentir aboutie parce que je me dis, le jour où je suis juste aboutie, j'ai plus rien à faire, là, il faut que je fasse autre chose. Aujourd'hui, j'ai encore plus envie d'évoluer, en fait. Et toujours dans cette envie de base, finalement, qui est de transmettre, d'aider, mais sans faire les mêmes erreurs, c'est-à-dire en pensant un petit peu plus à moi, ce qui me fait du bien. Et ça peut être perçu comme une forme d'égoïsme, mais ça ne l'est pas. Si tu n'es pas bien, toi, tu peux pas demander aux autres d'être bien, quoi. Donc voilà, en fait, tout le processus, toute mon histoire, je m'en sers. C'est mes fondations qui sont dures comme du béton. Et je dis souvent que t'auras beau avoir la plus grosse baraque avec des spas, les machins, piscine intérieure, etc. Si les fondations, elles sont pourries, ta maison, elle s'écroule. Aujourd'hui, mon histoire, mon passé, ce sont mes fondations. Peu importe d'avoir fait à droite, à gauche, d'avoir cherché mon chemin, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé parce que j'ai fait des erreurs, parce que j'ai dû franchir des obstacles. Mais à côté de ça, mon histoire aujourd'hui fait que je suis à la place où je suis aujourd'hui, que je suis une femme hyper épanouie, que j'essaye encore toujours plus aller chercher le dépassement de moi, mais sans avoir ce besoin de retour, de fierté des parents, tout ça. Ça fait partie de mon passé, de mes fondations, ça maintenant.
Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.